chers collègues. La parole est à Monsieur Meyer Habib pour l'Union des démocrates et indépendants. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Alors que cette année marque le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la libération des camps de l'horreur et d'extermination, l'accord d'indemnisation de certaines victimes de la Shoah déportées depuis la France et non couvertes par des programmes français revêt, au-delà de son aspect technique, une dimension politique, morale et symbolique forte. Le groupe UDI estime que cet accord apporte une solution équilibrée et satisfaisante, répondant aux deux objectifs qui lui sont assignés. Apporter enfin une indemnisation aux survivants de la Shoah déportés en France non couverts par les dispositifs existants et couvrir le risque contentieux qui résulte de cette situation de vide juridique tant à l'État qu'à ses démembrements, en particulier, ça a été à multiples reprises évoqué, la SNCF, plusieurs fois mise en cause dans des actions en justice aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Tout d'abord, le présent accord entérine logiquement le principe de responsabilité de l'État à l'égard des 76 000 Juifs déportés de France en vertu d'une position constante des gouvernements depuis la reconnaissance courageuse et historique du président Chirac en 1995, reprise par Nicolas Sarkozy et François Hollande. En effet, les gouvernements français ont beaucoup tardé, hélas, à reconnaître la responsabilité de l'État français dans la persécution et la spoliation des Juifs sous l'occupation au nom d'une altérité radicale entre la République et la parenthèse autoritaire incarnée par le régime de Vichy. En vérité, cela n'a pas empêché la République, dès le lendemain de la guerre en 1946, pour être tout à fait exact, de mettre en place une série de dispositifs pour indemniser les victimes de la barbarie nazie à partir du socle législatif d'un régime de pension d'invalidité des victimes civiles de guerre. Bien que le champ des réparations ait été progressivement étendu, certains rescapés de la déportation en ont en fait été exclus de par leur nationalité. L'année 1995 marque donc en effet un tournant historique. Par un discours mémorable du 16 juillet de cette même année, prononcé à l'occasion de la commémoration de la Ralph du Veldiv, le président de la République, Jacques Chirac, a reconnu la responsabilité historique de la France dans la déportation des Juifs pour les crimes perpétrés sous l'autorité du régime de Vichy. Depuis la reconnaissance de cette responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France, plusieurs mesures de réparation matérielle complémentaires ont été adoptées. En particulier, face aux initiatives des États-Unis, un accord a été conclu en 2001 mettant en place un mécanisme d'indemnisation des spoliations bancaires, ça a été rappelé aussi tout à l'heure, intervenues sous l'occupation. En dépit de toutes ces mesures, le régime d'indemnisation laissait certains survivants ou ayants droit en dehors du champ d'application. Le présent accord permet de suppléer à ces défaillances et de mettre un point final aux demandes d'indemnisation. Notre collègue Pierre Lellouche avait opportunément relevé la rédaction initiale pour le moins maladroite de l'article 1er qui pouvait induire un lien entre la République française et le dit gouvernement de Vichy. Le ministère des Affaires étrangères a pris acte et nous estimons que les corrections apportées en début juin, acceptées par la partie américaine par note diplomatique, permettent de clore le débat. Nous notons que le gouvernement tiendra ses engagements de faire figurer la modification de l'article 1er dans le texte publié au journal officiel. S'agissant de l'objet de l'accord, il y avait urgence à tenter d'apporter une réponse juste et définitive à ce dossier. Un impératif éthique d'abord, rendre justice aux derniers survivants de la déportation qui, 70 ans après la fin de la guerre, sont aujourd'hui d'un âge avancé et méritent enfin justice, au moins au niveau matériel. En effet, dois-je le rappeler, beaucoup, peut-être même la majorité, sont morts à ce jour sans réparation. Cet accord répond également à un impératif de sécurité juridique. L'indemnisation des victimes de la Shoah empoisonne les relations entre la France et les États-Unis depuis une quinzaine d'années et fait peser un risque de contentieux sur la SNCF, accusée de complicité
de crimes contre l'humanité. En effet, à partir des années 2000, des déportés survivants non couverts par les régimes existants ont tenté d'obtenir des réparations devant les juridictions américaines. Ainsi, des actions en justice ont été intentées contre la SNCF en 2000 et 2006. En 2000, les actions pour avoir collaboré activement à la déportation des Juifs de France n'ont pas abouti grâce au bénéfice de l'immunité de juridiction instaurée par une loi fédérale de 1976. En 2006, attaquée sur le fondement de la spoliation, la requête a été rejetée, faute de preuves suffisantes. Une nouvelle action a été initiée en avril 2015, démontrant qu'il existait un risque réel que d'autres plaintes soient déposées contre la SNCF et qu'il y avait donc urgence à couvrir ce risque au contentieux de manière définitive. Ce risque est d'autant plus important qu'il s'est déplacé sur le terrain législatif. Des initiatives, tant au niveau fédéral que des États, tentent à retirer le bénéfice de l'immunité de la juridiction à la SNCF et permettent à d'éventuels recours de prospérer devant une juridiction américaine. Derrière la réparation symbolique, il y a aussi un enjeu financier important pour la SNCF. La résolution de ce différend devrait permettre à la SNCF d'opérer, on va dire, en toute sécurité sur le sol américain. En effet, depuis de nombreuses années, les élus américains régulièrement s'opposent à ce que la SNCF gagne les appels d'offres sur leur territoire, tant que celle-ci n'a pas indemnisé les victimes de la Shoah et leurs ayants droit. Aucun accord n'est parfait, mais le présent accord est malgré tout un bon accord. Nous l'estimons bien négocié, plutôt efficace dans ses mécanismes de mise en œuvre. C'est un accord qui me semble équilibré, qui permet à notre pays de s'acquitter de sa dette historique tout en préservant les intérêts de la France, en garantissant une sécurité juridique à notre administration et entreprises publiques, la SNCF en premier lieu. En ce qui concerne le montant de la réparation octroyée par le gouvernement français, précisé dans l'article 4 de l'accord, la solde de 60 millions d'euros semble raisonnable. Elle a été... Pardon ? Dollars, autant pour moi. Monsieur Glavany, vous avez raison. Elle a été calculée... Enfin, il y a encore 13% d'écart à ce jour, on va dire, pour être tout à fait précis. Merci, monsieur Glavany. Elle a été calculée par rapport à des critères objectifs et permet d'échapper aux aléas de la justice américaine et à la surenchère de certains avocats qui avaient chiffré dans un premier temps les indemnités à plus de 200 millions de dollars. Cet accord ne remet nullement en cause le statut d'État vainqueur de la France. Monsieur Lelouch n'est plus là, mais c'est notre conviction, et ne s'apparente pas à un régime de réparation de guerre. Si la logique financière, avec la mise en place d'un fonds dédié géré aux États-Unis, a pu faire débat, il s'agit d'un régime de réparation individuelle négocié à l'initiative de la France. D'ailleurs, un rapport annuel de gestion sera remis chaque année au gouvernement français. Le présent accord a le mérite d'exclure la SNCF du champ de responsabilité. En effet, le risque contentieux concernait, comme rappelé précédemment, en premier chef la SNCF, accusée de complicité de crimes contre l'humanité, ça a été rappelé, si bien que certains se sont demandé s'il n'aurait pas été préférable que l'indemnisation lui incombe, comme pour les banques, s'agissant des spoliations bancaires. Cette option a été écartée d'emblée par la France, qui a une position claire, exprimée par un arrêt du Conseil d'État de 2007, qui a exonéré la SNCF de toute responsabilité. Sur le plan historique, Serge Klarsfeld, ça a été rappelé, référence incontestable en la matière, a prouvé que la SNCF était un simple rouage du processus d'extermination, réquisitionné par l'occupant, et que sa responsabilité directe ne pouvait être mise en cause. C'est l'honneur donc de son directeur, Guillaume Pepy, d'avoir exprimé sa profonde peine pour le rôle imposé à la SNCF par l'occupant. Il y avait non du zèle, mais cela ne saurait valoir la responsabilité. L'accord offre une garantie juridique durable au risque contentieux. Les États-Unis s'engagent à défendre l'immunité de juridiction dont bénéficie l'État français et ses démembrements sur leur sol. Il permet en outre de couvrir les initiatives législatives susceptibles de viser l'un des démembrements de la France aux États-Unis, comme cela a pu être le cas de la SNCF. De plus, une déclaration sur l'honneur individuel devrait être effectuée préalablement à toute indemnisation par les bénéficiaires du fonds pour exprimer leur renoncement à toute indemnisation autre que celle garantie par le fonds. Voilà. Pour conclure, s'il ne peut réparer évidemment l'irréparable, cet accord permet néanmoins, en cohérence avec la position juste et honorable assurée par notre pays depuis 1995, de garantir, bien que tardivement, une indemnisation juste et définitive à celles et ceux qui en ont été privés.
Le présent accord permet de clore dans la dignité ce douloureux différend entre la France et un pays ami, les États-Unis. Un pays ami, enfin. Mon propos ne saurait être aujourd'hui sincère en ce jour un peu particulier si je n'exprimais ici, à la tribune, mon indignation, ma déception, la déception qui est la vôtre, j'imagine, sur tous les bancs de cette Assemblée, après les dernières révélations d'espionnage massif, systématique, au plus haut niveau de l'État, par le gouvernement américain. 3 présidents de la République écoutés en permanence. C'est proprement, au-delà d'être irrespectueux, c'est indigne, intolérable de la part d'un ami, voire d'un pays allié. Quelle hypocrisie, mes chers collègues, quand on sait que les Américains refusent de libérer Jonathan Pollard, emprisonné depuis 30 ans, 29 ans exactement, un citoyen américain qui a commis une faute grave. Il a espionné pour un État allié, Israël en l'occurrence, mais qui a purgé sa peine, 29 ans en prison. Il est malade, il se meurt derrière les barreaux. Alors je vous demande, mes chers collègues, quelles sanctions mériteraient aujourd'hui les États-Unis si on appliquait la jurisprudence Pollard? Je vous remercie. Merci.